Bonjour à tous. Alors, bonjour aux présents qui sont là parmi nous dans la salle et puis bonjour aussi à ceux qui sont derrière leur ordinateur. Nous sommes ravis de vous accueillir, donc bienvenue au CNB pour, dans le cadre de cette grande journée des États généraux du droit social, pour parler plus particulièrement du barème Macron pendant ces 2 heures. Et je remercie déjà les 3 personnes à côté de moi qui ont accepté d'intervenir sur ce sujet, à savoir Tatiana Stack, qui est professeure de droit à l'Université Paris-Nanterre et co-directrice du Master 2, droit social et gestion des ressources humaines. Vous avez à côté d'elle Isabelle Tarot, avocate au barreau du Val-de-Marne. On va dire qu'il y a une pratique plutôt de défense des salariés. Ah, c'est pas plutôt, c'est totalement. Et je ne laisserai personne insinuer. Et bien, à ma droite, Amélie Déhy, qui est avocat au barreau de Paris, et donc va peut-être faire le pendant d'Isabelle, qui a effectivement une pratique de défense des employeurs. Voilà, le contexte est mis un peu. Vous allez voir, vous allez comprendre effectivement qu'on va avoir un peu certainement 2 positions. L'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux de ce barème qui termine sa 6e année et de vraiment revenir sur les pratiques des avocats qui, je pense, ont largement évolué au fur et à mesure et vous allez le voir depuis lors. Je voudrais simplement rappeler quelques règles. Comme vous l'avez compris, on est entre guillemets en format mixte, à savoir en présentiel et en visio. Donc, il y a le chat ouvert pour tous ceux qui sont en visio. Donc, bien évidemment, vous pourrez poser vos questions. J'attire juste votre attention dès maintenant. On a consacré vraiment la 2e partie de cet atelier justement à pouvoir intervenir et répondre à toutes vos questions. Donc, peut-être, entre guillemets, attendez un tout petit peu avant de poser toutes vos questions. Peut-être un certain nombre, ils seront répondus par les différents intervenants. Mais de toute façon, nous noterons bien évidemment toutes les questions. Et je me permettrai, entre guillemets, peut-être de reformuler les questions qui pourraient être posées dans la salle pour permettre, le cas échéant, à ceux qui sont en visio de bien les entendre pour qu'on puisse avoir un vrai moment interactif. Par ailleurs, puisque je vois que sur le chat, la question a déjà été posée, vous pourrez avoir accès à des replays, tant de cet atelier, mais aussi des autres ateliers, et donc profiter pleinement de l'intégralité des formations qui auront été dispensées dans le cadre de ces états généraux. Alors, pour commencer, effectivement, et juste avant, peut-être que je passe la parole à Tatiana, juste parce qu'on parle de ce fameux barème Macron, j'étais allée chercher un petit peu les objectifs au départ. Donc, je voudrais juste vous les rappeler, peut-être pour poser. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Puisqu'au départ, donc on est en 2017 au moment de la discussion de la loi. Et donc, le motif de ce barème, ce serait les délais de jugement et l'écart parfois imprévisible entre les décisions des conseils, pour motiver la volonté de prévoir un barème qui conduirait à une inéquité inacceptable entre les salariés et une méfiance dommageable. J'emploie le conditionnel parce que je ne fais effectivement que reprendre l'exposé, je ne les prends pas comme étant ma propre opinion. Et puis par ailleurs, pour essayer effectivement de motiver cette barémisation, le gouvernement a indiqué que cela permettrait une plus grande équité et redonnerait confiance aux employeurs et aux investisseurs. Peut-être qu'à l'issue de ces 2 heures, nous pourrons avoir une position les uns les autres sur tout ça. Mais revenons peut-être effectivement avec Tatiana sur ce barème et en quoi il consistait et ce qu'il en était. Merci beaucoup. D'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici pour parler d'un thème qui m'a pas mal occupée dès mes travaux de recherche en thèse, puisque c'est pour faire un pont avec ce que vous venez de dire. J'ai fait ma thèse sur les rapports entre la place des arguments économiques en droit du travail et la manière dont certains rapports d'économistes ont influencé l'évolution du droit du travail.
Et je me permets de mentionner ça parce que le barème Macron est la plus belle concrétisation, la meilleure, on va dire, concrétisation de ces rapports d'économistes. Et je vais y revenir parce que je pense que c'est très important pour comprendre l'ADN de ce dispositif. Alors d'abord, peut-être sur le mot barème, je pense que il n'est pas très correct de parler de barème. On parle tous de barème, mais en fait, c'est pas un barème, ce sont des fourchettes d'indemnisation, un minimum et un maximum. Pourquoi ça n'est pas un barème? Parce qu'un barème est censé être une aide à la décision. Et là, on a juste un minimum et un maximum sans aucun critère qui permettrait d'aider un juge à déterminer le quantum de l'indemnisation. Donc, on va par facilité de langage, parce qu'on dit tout ça, on va parler de barème, mais en vérité, ce n'est pas un barème, c'est un plafonnement. On va surtout parler du plafonnement et pas tant du plancher. Alors, il faut avoir à l'esprit qu'il y a eu une première tentative d'introduction d'un plafonnement des indemnités par Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, et que le dispositif à l'époque avait été censuré par le Conseil constitutionnel au regard d'une violation de l'égalité entre entreprises. Je ne m'étends pas, mais je pourrais y revenir dans le cadre de questions, parce qu'à l'époque, le plafonnement était différencié selon la taille des entreprises, et il y a eu une censure au regard de l'inégalité, un traitement inégal des entreprises. Et puis, ce plafonnement a été réintroduit par les ordonnances Macron avec, au-delà des motifs qui ont été inscrits, la logique du dispositif est la suivante. L'idée, c'est bien de sécuriser la rupture du contrat de travail, précisons-le, une rupture du contrat de travail non conforme au droit, mais donc de sécuriser cette rupture du contrat de travail pour les employeurs, de manière à relancer les comportements d'embauche. Voilà, c'est pour ça que le plafonnement des indemnités est à l'origine conçu comme un véritable outil économique. Un outil économique de relance des embauches en CDI. Et d'ailleurs, dernièrement sont sorties les dernières statistiques sur l'emploi. Et c'est vrai que les embauches en CDI ont augmenté. Évidemment, ça n'est pas le même CDI. Donc, le non-CDI est resté, mais ça n'est évidemment pas le même CDI. Donc, c'est bien cette logique économique de faciliter faciliter la rupture du contrat pour relancer les comportements d'embauche, avec cette idée que les employeurs seraient empêchés, en tout cas dans leur esprit, d'embaucher parce qu'ils ont eu une incertitude au moment de la rupture du contrat. Et le pivot finalement de ce dispositif, c'est l'exigence de sécurité juridique. Je crois qu'on y reviendra sur la place de l'exigence de sécurité juridique en droit du travail, la place qu'elle a prise aujourd'hui. J'espère qu'on y reviendra dans nos échanges. Alors rapidement, en quoi consiste le dispositif? Je crois que tout le monde le sait, mais pour être sûr, on le rappelle, l'article L1235-3 du Code du travail, qui introduit des planchers et des plafonds d'indemnisation en fonction de l'ancienneté. Je ne vais pas évidemment égrener tous les plafonds et tous les planchers, mais quand même avoir à l'esprit les petites anciennetés, parce que c'est sur ces petites anciennetés que se situent quand même les plus grosses difficultés. Donc, pour un salarié qui a 1 an d'ancienneté, le plancher est de 1 mois, le plafond est de 2 mois. 2 ans, c'est 3 mois, 3 et demi. C'est important, je pense, ce différentiel, 3, 3 et demi, puisqu'on discutera notamment de la marge de manœuvre laissée au juge entre le plancher et le plafond. Et entre 3 mois et 3 mois et demi, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. 3 mois, pour 3 ans d'ancienneté, 3 mois de minimum, 4 mois de plafond. 4 ans, 3 mois, 5 mois, entre 3 et 5 mois, 4 ans d'ancienneté, entre 3 et 6 mois. Et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas poursuivre la liste, mais parce que les difficultés se concentrent sur tout le dispositif, évidemment, on en discutera, mais particulièrement pour les petites anciennetés. Souligner, pour être exhaustif sur le dispositif, que le licenciement nul échappe au plafonnement, tout le monde le sait, mais je le rappelle parce que là aussi, ça entre en ligne de compte dans les discussions sur la conventionnalité, c'est-à-dire sur la conformité de ce dispositif aux engagements internationaux de la France, et notamment à la convention numéro 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Alors, le dispositif a passé les fourches codines du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel. On a dit qu'on ne parlait pas trop de ces contrôles, qu'on allait plutôt se concentrer sur ce qui s'est passé après, puisque c'est ce qui a fait l'objet de plus riches débats. Et donc, à partir du moment où le dispositif est entré en vigueur, eh bien, il y a eu un débat devant les juges judiciaires sur la conventionnalité de ces dispositifs. Peut-être avant de passer la parole aux avocates ici présentes, peut-être peut-on avoir dans le cadre de nos débats cette question qui est de savoir est-ce que ces indemnités, cette réparation plafonnée, est-ce qu'elle assume ses fonctions? Les fonctions qui sont les siennes, qui doivent être les siennes. Alors, quelles sont ces fonctions? Il y en a trois, à mon sens. La fonction de réparation, la fonction de dissuasion et la fonction de punition. Alors, la fonction de punition, elle est surtout assumée par les planchers. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop dans les débats qui nous occupent. Mais on pourra peut-être... elle est peu évoquée dans les contentieux, sans surtout évoquer les questions de est-ce que une indemnité, est-ce que le dispositif permet la réparation, permet à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'assumer cette fonction de réparation d'un préjudice créé par la perte injustifiée d'emploi. Deuxième question, est-ce que le dispositif L1235-3 du Code du travail permet à l'indemnisation du licenciement injustifié d'assumer cette fonction de dissuasion, c'est-à-dire de dissuader l'employeur de prononcer un licenciement injustifié. Et je pense que ce sont les deux lignes directes, les deux questions un peu structurantes qui habitent ce débat sur la conformité de ce dispositif à deux textes internationaux, donc que j'ai déjà mentionnés, la convention numéro 158 de l'OIT et la charte et l'article 24 de la charte sociale européenne. Ces deux textes, même s'ils sont rédigés de manière différente, et on y reviendra sûrement, ces deux textes portent une exigence commune qui est que le salarié injustement licencié puisse bénéficier d'une réparation adéquate. Et toute la question est de savoir si l'article L1235-3 permet, en tout état de cause, tout le temps, d'assurer une réparation adéquate aux salariés injustement licenciés. Et je passe donc, je crois, là-bas, là. Oui, parce que je crois que l'idée maintenant, c'est de savoir ce qui s'est passé en pratique. Voilà, exactement. Et comment on a réagi à nous, les avocats. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'appels à l'aide de gens qui disent qu'il n'y a pas d'aide. Je m'en occupe. Est-ce qu'on continue à faire comme si de rien n'était ou on tient compte des appels à l'aide? Ok, ça marche. Bon, donc on enchaîne malgré tout avec les présents qui ont toujours rêvé. Ils sont là. D'abord, une première remarque importante, c'est que si en mars 2023, le PNV choisit d'inscrire dans les états généraux du droit social un sujet sur le barème, c'est que le sujet n'est pas clos. Et que les arrêts du 11 mai de l'année dernière n'ont visiblement convaincu personne. Les avocats de salariés ne raccrochent pas la robe, enfin moi j'en fais partie, et on est nombreux à le faire, je l'espère. Et puis les avocats d'employeurs sentent bien quand même que la motivation des arrêts du 11 mai ne sont pas cohérentes sur bien des points et sont loin de résoudre toutes les difficultés. Donc moi, ça me plaît. Ça me plaît de considérer que le CNB estime qu'on n'en a pas fini avec le sujet. Pourquoi en plus, pour la Maison des avocats de France, finalement, c'est important de continuer à réfléchir sur ce plafond, puisqu'effectivement, parlons plutôt du plafond du barème. Il y a des choses à dire sur le plancher, mais on ne les abordera pas aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le plafond. Mais il y a un jugement de départage d'ailleurs qui donne des pistes sur la conventionnalité aussi possible du plancher. Mais restons focus sur ce plafond. Ce plafond, pourquoi en tant qu'avocat, que vous soyez avocat d'employeur, ils nous entendent pas. Oui, ils nous entendent en fait. Il y en a qui ne nous entendent pas. Une grande partie entend.
Mais je vais leur mettre un petit mot, s'il vous plaît. Par contre, ils disent tous que l'image est Je tente de régler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Si je peux me permettre, donc la technique à vérifier a priori pour le son, donc de notre côté, le son fonctionne, ce qui expliquerait que certains d'entre vous entendent bien. Donc, et peut-être, on vous invite à essayer de rafraîchir votre navigateur pour obtenir une meilleure connexion. Et s'agissant de l'image, il voit pour essayer de régler la caméra s'il peut. Voilà. Donc, je disais, on va se concentrer sur le plafond et pas sur le plancher, même s'il existerait aussi une critique possible sur le terrain de la conventionnalité par rapport à la différence de plancher. Mais je mets de côté ce point. Donc, concentrons-nous sur le plafond. Et je disais qu'il était important, je pense, que dans la Maison des avocats de France, à l'UCNB, qu'on continue à estimer qu'il faut se battre, parce que ce qui nous réunit tous, à mon avis, avocats d'employeurs comme avocats de salariés, en tout cas, si on a choisi d'être avocat, c'est pour aller devant le juge, donc dont on respecte l'office, hein, et que le principe de ce barème qui réduit la marge d'appréciation du juge, finalement, c'est une liberté de circulation équivalente à celle d'une cour de prison. Et ça, je crois que tous, en tant qu'avocats, on ne peut pas s'en satisfaire. Donc, quelle a été la démarche? Alors, on a dit tout à l'heure que j'étais avocate salariée. Je suis avocate surtout de salarié, oui, exclusivement oui, et de représentant du personnel, mais je suis surtout avocate du syndicat des avocats de France, qui est une commission de droit social très active, qui regroupe aux quatre coins de la France beaucoup d'avocats qui ont fait de la défense des salariés leur spécialité et leur engagement également. Et évidemment, au milieu de toutes les vilainies de la réforme par ordonnance de 2017, on a surveillé pas mal de points. On avait déjà commencé sous le quinquennat Hollande à frémir avec les premières tentatives d'instaurer un barème que Tania a rappelé tout à l'heure et qui n'était pas passé devant le Conseil constitutionnel. Et puis évidemment, ça fait partie des emblèmes de la réforme contre lesquels on s'est aussitôt mobilisé. Et on a décidé de faire un travail collectif. Donc, on a créé un sous-groupe d'avocats pour essayer de rédiger un argumentaire qu'on a mis le plus vite possible à disposition de tout le monde. Donc, si vous ne le savez pas encore, sur le site internet du SAF, l'argumentaire que nous mettons à jour régulièrement est disponible à tous sous format Word, de manière à permettre des copier-coller que vous mettez dans vos conclusions. Et la seule chose qu'on demande en retour, prévenez-nous des décisions de justice qui tombent. Voilà. Ça a été notre position dès le début. Alors, on s'est un petit peu arraché les cheveux, bien sûr. C'est bien parce que le seul avantage de cette vilaine réforme, c'est qu'elle nous permet de sortir de notre zone de confort et de nous confronter à la nécessité de trouver des solutions et d'avancer. Alors, qu'a-t-on fait par rapport à ce plafonnement? Eh bien, on s'est servi de l'expérience du CNE, le contrat nouvelle embauche, qui a été déclaré inconventionnel. Et donc, on est parti, à l'époque, ce qu'on nous plaidait beaucoup, côté employeur, c'est « oulala, mais la réforme, elle est passée devant le Conseil constitutionnel. Oulala, la réforme, elle est passée aussi devant le Conseil d'État qui a refusé en référé la suspension de la mesure. » Tout a été dit, il n'y a plus rien à en dire. En réalité, le Conseil constitutionnel, bien entendu, ne contrôle pas la conventionnalité. Il ne contrôle pas la conformité de la norme interne vis-à-vis des normes internationales. Ça, c'est l'office du juge du fond, du juge français. Premier élément de réponse qui devait balayer complètement la décision du Conseil constitutionnel. Deuxièmement, par rapport à la décision rendue en référé par le Conseil d'État, elle est extrêmement succincte et mal motivée et elle ne liait pas le juge judiciaire, bien entendu. Les textes sont identiques. C'est cette notion d'indemnité adéquate. L'interprétation qui en est faite par le comité de l'OIT comme par le CNDS est exactement la même chose. C'est qu'une indemnité adéquate, c'est une indemnité qui répare les préjudices, donc d'un niveau suffisant pour couvrir les préjudices, et qui est suffisamment dissuasive. C'est les deux branches essentielles, réparation, dissuasion. J'en ai ajouté une troisième, toi. Punition, mais qu'on n'évoque pas la punition. Voilà, qui effectivement n'est pas forcément l'angle sur lequel nous, on a pris. Donc, on était sur réparation suffisante, dissuasion suffisante. L'OIT, en 97, pose exactement les mêmes bases déjà que le CEDS, simplement le CEDS, de manière plus récente, à l'égard de la Finlande,
à l'égard de plafonds qui étaient supérieurs, 24 mois au lieu de 20, avait rendu récemment une décision qui nous paraissait intéressante. Et on a un article de Jean Mouly qui nous permet, en doctrine, de commencer à asseoir les choses. Et puis, vous savez ce que c'est, la jurisprudence, ça pousse par les racines. Donc, il fallait attendre que, après avoir diffusé notre argumentaire le plus largement possible, non seulement auprès des avocats, auprès des défenseurs syndicaux, on avait fait publier dans le Droit ouvrier cet argumentaire, on espérait qu'il essaime aux quatre coins de la France, et puis les premiers jugements sont tombés à Troyes on va se remarquer maintenant, à Troyes et à Amiens en décembre 2018, à Angers et à Grenoble en janvier 2019, et on a procédé dès lors à une mise à jour de notre argumentaire au fur et à mesure que les décisions de justice sont tombées. Il y a eu également les premières cours d'appel, elles c'était en juin 2019, Chambéry-Grenoble, et en septembre 2019, Paris-Reims, les arrêts qui vont remonter vers la Cour de cassation pour les arrêts de mai 2022. Et puis, il y a eu d'autres jugements, il y a eu d'autres arrêt de cour d'appel. Il y a eu cette notion de in concreto, in abstracto qui est apparue, il a fallu qu'on s'y adapte. Alors, je tiens à le dire, nous, la position au SAF, ça a toujours été de dire, on considère que le barème dans son entier, le barème dans son entier est à exclure. Donc, nous, on n'est pas sur du in concreto, on est sur du in abstracto dans son principe. On ne voulait pas aller spécialement dans le in concreto. In concreto, c'est ce qui permettait au cas présent d'écarter un barème que, dans le principe, on imaginerait acceptable par ailleurs. Pour nous, c'est le principe même d'un plafonnement qui ne permet pas d'assurer qu'on aura les moyens de réparer l'intégralité du préjudice, qui est un problème et qui pose difficulté par rapport aux deux textes internationaux. Donc, il doit être dans son entier écarté. Par contre, dans la stratégie judiciaire, alors, ça fait débat au sein de notre commission de droit social, entre ceux qui disaient, par principe, je le mettrais dans tous mes dossiers, et moi, je faisais partie de ceux qui disaient, attention, on ne peut pas demander à un juge prud'homal de rendre des arrêts de règlement, de rendre des décisions de principe, si nous n'avons pas un préjudice dans le dossier que nous plaidons suffisant pour aller au-delà du plafond, on ne va pas demander au juge prud'homal de se prononcer sur le plafond et de dire que le plafond est inconventionnel si on ne lui demande pas de l'écarter au cas présent. Ce qui ne revient pas à dire qu'on fait du in concreto. Ce qui revient à dire qu'on demande au juge de statuer que sur ce qui est adapté à l'affaire qu'on va plaider. Donc, entre-temps, il s'est passé plein de choses en cours de route qui ont justifié qu'à chaque fois, on reprenne l'argumentaire, on complète. Il y a eu d'abord, et on ne le sait pas assez, la chancellerie a écrit au parquet en février 2019 pour leur dire « Allez porter la bonne parole, pour dire celle de la défense de la réforme, devant les conseillers prud'hommes, devant les cours d'appel, comme ça avait été d'ailleurs fait pour le CNE. Et puis finalement, ça n'a pas été fait. Il n'y a quasiment pas de... Moi, je n'ai pas connaissance d'une seule fois où le parquet, à part devant la Cour de cassation, évidemment, il y avait l'avocat général est venu, mais devant les juges du fond, il n'a pas eu. Et nous, on a tout de suite dénoncé cela en tant que SAF, communiqué de presse, dans l'intersyndicale aussi. On a essayé beaucoup de travailler de pair avec les organisations syndicales de salariés pour nos communiqués de presse, et on a dénoncé cette manœuvre de la chancellerie pour tenter d'impressionner les juges prud'homaux dans le cadre de cette jurisprudence montante. Ensuite, il y a eu les avis de l'Assemblée plénière du 17 juillet 2019 qui sont, pour le coup, extrêmement succincts et absurdes, je pense, dans leur rédaction, mais je crois que ce sera évoqué ensuite par Amélie. Et qui se prononcent déjà pour couper l'arbre sous le pied par rapport à l'article 24 et pour l'écarter. Et puis, on a fait des mémoires d'intervention volontaire dans le cadre des recours que FO et la CGT ont portés devant le CEDS, qui ont donné lieu aux décisions rendues en 2022. On a collecté la jurisprudence le plus possible et puis donc mis à jour l'argumentaire et on a fait une intervention volontaire en tant que SAF devant la Cour de cassation lors de l'audience qui a précédé les arrêts du 11 mai. Tout ça pour vous dire, c'est une œuvre collective. Et j'ai l'air de faire la pub du SAF aujourd'hui, mais moi j'insiste beaucoup sur ça, parce que c'est quand même important que vous compreniez qu'un syndicat d'avocats s'est senti quand même investi de lutter contre une réforme qui met à mal le droit du travail.
parce que s'il n'y a plus de protection contre le licenciement, il n'y a plus de code du travail efficace. Et que cette mutualisation des outils, c'est un bon esprit, c'est une bonne méthode de travail. Donc, tout ce que je vais vous dire de technique, de décision de justice, de référence, vous l'avez sur le site du SAF, en Word, copier-coller. La dernière version mise à jour de l'argumentaire, elle remonte à février. Il ne manque donc qu'une décision pour le moment, dans celle que je connaisse. C'est une cour d'appel de Grenoble que je vais évoquer et que je serai ravie de vous transmettre si un jour vous avez besoin de la voir et qu'on va évoquer un peu tout à l'heure dans l'après 11 mai 2022. Dans les arguments qu'on fait valoir donc, au tout début, dans nos argumentaires, donc avant le 11 mai, c'est bien entendu, comme je l'ai dit, on rappelle au conseiller prud'homme, au juge prud'homal qu'il a ce contrôle de conventionnalité qui lui appartient. On lui rappelle l'étendue du contrôle de conventionnalité et qu'il faut qu'il s'en saisisse. Ensuite, bien entendu, on explique en quoi, à partir d'ailleurs des positions de l'OIT et des positions du Comité européen des droits sociaux, en quoi ce plafonnement ne permet plus d'assurer une indemnité adéquate, parce que ça ne permet plus de couvrir l'ensemble des préjudices dès lors que du seul fait de l'ancienneté, vous êtes plafonné et qu'on ne peut pas prendre en compte votre situation réelle d'âge, de handicap, de situation familiale, etc. On insiste aussi sur le fait qu'en France, il n'existe pas de voie alternative d'indemnisation puisque la Cour de cassation impose de couvrir l'ensemble des préjudices dans l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice de retraite, le préjudice lié à la privation de l'accès à un PSE, tout ça a été écarté. La Cour de cassation vous dit non, vous devez tout ramener dans l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est plafonnée désormais. On insiste également sur l'absence de caractère dissuasif de cette indemnisation plafonnée dès lors que l'employeur sait exactement combien au maximum cela va lui coûter. Et puis l'ancienneté est faible, on sait que le chèque ne sera pas grand-chose à payer. C'est ce que le professeur Pascal Leclerc a appelé le prix de la violation de la loi. Parce que oui, il faut quand même rappeler au juge qu'il s'agit d'une faute. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est une faute. Ça n'est pas une faute moins grave qu'un licenciement nul, c'est une faute. Le licenciement nul sanctionne d'autres fautes qui se cumulent avec l'absence de motif réel et sérieux ou pas. Parce que parfois, vous avez des cas de licenciement nul qui ne nécessitent absolument pas de se pencher sur le motif de licenciement. Et d'ailleurs, dans la convention de l'OIT, l'indemnité adéquate, c'est celle qui est due lorsque le licenciement ne peut pas être annulé et qu'on ne peut pas faire ordonner la réintégration. Donc, techniquement, ce n'est pas la même chose que le licenciement nul. Et c'est là où la Cour de cassation, dans les arrêts du 11 mai, se fourvoie totalement. Ça ne sert à rien d'aller nous dire le licenciement nul, lui, il n'est pas plafonné, c'est plus grave, et donc c'est pas plafonné, c'est très bien. Non, c'est deux choses différentes. Quand vous avez un licenciement nul, c'est d'autres textes, d'autres fautes. C'est la discrimination, c'est le harcèlement moral, c'est la protection du lanceur d'alerte ou du représentant du personnel, la maternité, l'accident du travail. C'est un autre sujet. C'est un autre schéma juridique. On ne confond pas les deux. On ne doit absolument pas se laisser compter qu'il y aurait deux sortes de licenciements. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse, moins grave qu'un licenciement nul. Non, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est une faute. Elle est grave, elle mérite une sanction sur laquelle le juge doit pouvoir porter son appréciation. Donc tout ça, on le développait déjà dans notre argumentaire. On abordait également le fait que ce mécanisme de plafonnement porte atteinte à l'accès à un procès équitable et à l'accès à une juridiction en capacité de juger pleinement du dossier. Et là, je crois que je dois passer la parole à Amélie, parce que pour le reste, ce qui a été ajouté à l'argumentaire, on le verra après dans un second temps pour le post-11 mai 2022. Merci beaucoup. Donc, de la même manière, hein, on a travaillé avec Avocial, puisque je suis là effectivement aussi sous ma casquette de présidente d'Avocial. On a bien entendu rapidement répondu à l'argumentaire du SAF, hein, dans ce même esprit de mise à disposition d'un contre-argumentaire visant effectivement à permettre aux avocats d'employeurs de s'opposer à cette demande de sortie du barème. Alors, je vais me permettre juste quand même deux petites incises, hein, mais qui sont des choses qu'on reprend en réalité déjà dans notre
dans notre réponse à l'argumentaire. C'est vrai qu'on est passé très très vite sur la validation par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, et je l'entends parce que effectivement, comme ça n'allait pas dans le sens de votre argumentaire, je comprends que ce ne soit pas un point que vous ayez développé. Mais c'est néanmoins très très intéressant de savoir que le Conseil d'État, comme vous l'avez très bien dit, hein, dans le cadre d'une requête en référé suspension, comme tout référé, on est quand même dans le cadre de quelque chose, s'il y a un doute, je sors du référé et donc je ne me prononce pas, eh bien, le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait aucun doute sur la validité du barème et en réalité l'a immédiatement validé. Je pense que ça mérite quand même d'être souligné parce que ça veut dire que dans l'esprit du Conseil d'État, en tout cas, les choses étaient parfaitement claires. Alors, le Conseil constitutionnel est également effectivement intervenu pour valider le barème. Je rejoins tout à fait sur le fait qu'il n'y a pas de contrôle vis-à-vis du droit européen par le Conseil constitutionnel, mais uniquement un contrôle vis-à-vis des textes ayant valeur constitutionnelle en France, hein, et notamment effectivement l'article 55. Mais donc, le Conseil constitutionnel a lui-même validé ce barème. Alors, nous aussi, bien sûr, nous avions présenté une intervention volontaire dans le cadre notamment des arrêts du 11 mai. De la même manière, nous avons donc continué à construire nos contre-argumentaires. Donc, dans le cadre de l'argumentaire que nous avons développé, bien entendu, on revient sur ces arrêts du Conseil d'État, on revient sur cette décision du Conseil constitutionnel. Et puis, de la même manière, on rentre dans le détail des textes, mais aussi dans ces décisions que vous nommez jurisprudence du CEDS. Et là, je me permettrai d'être un peu plus précise parce que cette expression, ou ces décisions, en tout cas du CEDS comme de l'OIT, ce ne sont pas des jurisprudences. Hein. Donc, en tant que tel, ça ne s'impose pas aux juges français. Donc, effectivement, malgré tout, nous avons tenu compte, puisque c'était développé dans l'argumentaire du staff, de ces éléments pour les écarter. Et effectivement, ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est que dans la décision du CEDS envers la Finlande, à laquelle vous faites référence, on est bien dans ce contrôle d'ailleurs in abstracto. Hein. C'est le barème dans sa globalité, le barème dans son principe, qui était écarté. Donc c'est vrai que ça, moi pour le coup, on se rejoint assez là-dessus. Je pense que la question, elle a été d'ailleurs assez clairement tranchée par la Cour. On n'est pas sur du in concreto, on est sur de l'abstracto, sur la validation ou non de ce barème. C'est vrai que dans notre argumentaire, nous revenons sur pourquoi cette décision vis-à-vis de la Finlande eh bien, ne peut pas permettre de remettre en cause le barème français. Et effectivement, on insiste assez fortement sur le caractère adéquat de la réparation et donc en réalité sur une réparation adéquate. Est-ce que c'est une réparation à l'euro? Et là, on s'intéresse à la décision du Conseil constitutionnel qui dit clairement, non, la question, c'est pas de savoir si à l'euro, il y a une réparation pleine et entière du préjudice. Que le Conseil constitutionnel nous dit, effectivement, le gouvernement, l'État a le droit de créer barème, appelons-le barème plutôt que fourchette, à partir du moment où il y a une raison objective et puis une équité en réalité des citoyens devant la loi. Donc, c'est vrai que nous, on s'appuie sur cet argument aussi du Conseil constitutionnel d'équité devant la loi. Alors après, sur les textes conventionnels, comme l'a très bien dit mon confrère, aujourd'hui, il n'y a aucune décision de la Cour de cassation qui vienne dire que l'article 24 de la Charte sociale européenne serait d'effet direct. Au contraire, surtout maintenant qu'on a les arrêts du 11 mai, ces arrêts ne sont donc pas d'effet direct, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être invoqués directement par les citoyens entre eux, et donc pas dans le cadre d'un contentieux en un employeur et son salarié.
Et c'est pourquoi, effectivement, dans notre argumentaire, nous écartons l'application de cet article 24 de la Charte sociale européenne. En revanche, il est vrai qu'il n'est pas de doute possible sur l'application directe de l'article 10 de la Convention de l'OIT. Il n'en demeure pas moins que, comme vous l'avez très bien dit, on revient à cette réaction de réparation adéquate et non de réparation, on va dire, complète ou à l'euro. Donc, de la même manière, nous sommes intéressés à cette définition de qu'est-ce qu'une indemnisation adéquate pour en déduire que, effectivement, le droit français permettant d'écarter le barème dans certaines situations, voire d'aller chercher une indemnisation complémentaire sur certains sujets hors licenciement, hors pure rupture, eh bien, effectivement, ça répondait à cet objectif, y compris, effectivement, avec d'autres aspects de sanctions vis-à-vis de l'employeur. On pensera notamment, effectivement, à la sanction par le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées pour le salarié injustement privé d'emploi. Donc, au regard de ces différents éléments, eh bien, effectivement, on a permis d'en tirer la conclusion que le barème était en droit, en tout cas, tout à fait justifié. Et une fois de plus, hein, là, je m'en limite à la notion de droit. Hein, je ne suis pas là pour faire du militantisme ou du dogmatisme, mais vraiment pour m'intéresser, et je crois que vous avez tout à fait raison, ces questions qui se posent sont aussi intellectuellement très riches pour nous et de très bonnes occasions d'aller creuser des textes ou des notions qu'on n'utilise peut-être pas assez, même si plus ça va et plus le droit européen imprègne nos dossiers nationaux. Mais c'est vrai que ça a été pour nous aussi très riche intellectuellement, source de grands débats. Et je pense que ça a été aussi très intéressant de pouvoir travailler sur ces sujets. Au-delà de savoir si on est pour ou contre le barème, je crois qu'effectivement, c'est très intéressant de faire ce travail intellectuel sur ces notions juridiques qui sous-tendent ce barème. Alors, c'est peut-être là, on arrive peut-être à ces fameux arrêts, à ces avis de la Cour de cassation et à ces arrêts de la Cour de cassation. On a peut-être un peu un avant et un après. Et là, je me tourne vers Tatiana pour peut-être revenir sur ces décisions. Oui, alors effectivement, les arrêts du 11 mai ils sont un prolongement des avis de juillet 2019, ont finalement un peu repris, se situe dans le prolongement de l'argumentaire qui vient d'être développé. Hein. On retrouve beaucoup de choses qui ont été développées par les avocats des entreprises dans les arrêts du 11 mai que je vais présenter, dont je suis pour ma part extrêmement critique. Alors, c'est vrai que j'ai écrit en général des choses qui sont plutôt en faveur des salariés, mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que c'est la première fois dans ces débats sur le barème qu'on a disqualifié les écrits des uns et des autres sous couvert de militantisme. Moi, dans une note de bas de page, dans un article, on m'a disqualifié en disant que je faisais du militantisme, et c'est la première fois que ça m'arrive, alors que je signale quand même que je reprends par exemple des arguments développés par des spécialistes de droit européen qui, franchement, ne sont pas du tout spécialisés en droit du travail et qui, par exemple, la question de l'effet direct de l'article 24, le fait de ne pas reconnaître l'effet direct de l'article 24, ils ne comprennent pas. Franchement, j'ai, par exemple, je ne vais pas les citer parce que tout ça, c'est enregistré, donc je ne vais pas les mettre, je ne vais pas les impliquer dans nos querelles, mais en tout cas, on a des auteurs qui s'occupent de la charte sociale et qui ne sont pas des spécialistes de droit du travail et qui ne comprennent pas pourquoi a été refusé l'effet direct de l'article 24. Et donc voilà, je remarque quand même que c'est un domaine où il y a eu des débats très difficiles. Alors je pense entre avocats, mais alors dans le milieu doctrinal aussi, je peux vous le dire, parce que voilà, moi par exemple pour ma part, j'ai fait l'objet de petites notes de bas de page pas
pas très agréable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit je ne vais pas m'étendre sur les avis parce que je pense qu'on peut considérer que les arrêts du 11 mai, finalement, ont largement repris les avis les arrêts du 11 mai 2022 ont largement repris les avis de 2019. Donc, on va passer dans ces temps, peut-être simplement pour dire que les avis de 2019, c'est quand même eux qui ont largement ouvert la voie de cette distinction entre le contrôle in abstracto et le contrôle in concreto, puisque dans les avis, par certains termes utilisés, ça laissait une petite brèche pour ceux qui voulaient écarter les barèmes, d'essayer de le faire par l'in concreto. Donc, j'y reviendrai, mais il faut quand même avoir à l'esprit que la distinction in abstracto, in concreto nous vient aussi un peu des avis. Alors, qu'est-ce qu'on dit les arrêts? Les arrêts ont considéré que les arrêts du 11 mai 2022 ont considéré donc que le plafonnement des indemnités était conforme aux engagements internationaux de la France avec deux arguments. Le premier, c'est, bon, on exclut du débat l'article 24 de la Charte sociale européenne, ce qui est fort commode parce qu'on pressentait largement que le CEDS allait considérer que les plafonnements des indemnités n'étaient pas conformes à l'article 24. Donc, refuser l'effet direct de cet article 24, c'était une manière d'exclure le débat de la conventionnalité par rapport à l'article 24 dans les débats judiciaires. Mais, je le redirai, ça n'exclut pas, parce que nous reviendrons sur cette décision, ce n'est pas des arrêts, vous avez raison, mais c'est quand même des décisions du Comité européen des droits sociaux qui, par deux fois, a quand même dit que le plafonnement des indemnités était contraire à l'article 24 de la Charte sociale. Ça veut dire que le droit français n'est pas conforme aux engagements internationaux de la France. Ça n'est peut-être pas évocable devant le juge judiciaire, mais le droit français n'est pas conforme. Et il y a sûrement des pistes. Moi, j'inviterais les avocats salariés à agir en responsabilité contre l'État du fait du dommage créé par le fait que les juges appliquent un droit non conforme aux engagements internationaux de la France. On y reviendra peu. Donc, première manière de valider, c'est pas une valider, d'exclure, de ne pas reconnaître l'inconventionnalité du plafonnement, c'est d'exclure l'invocabilité directe de l'article 24. On pourra peut-être y revenir. Vraiment, moi, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question. Je ne comprends pas. Je ne m'explique pas ce refus. Je ne m'explique pas ce refus parce qu'une des raisons qui peut justifier ce refus, c'est de considérer que l'exigence portée par le texte est indéterminée, de sorte que le juge ne peut pas l'appliquer. Et l'exigence portée par le texte, c'est l'exigence d'une réparation adéquate, qui est exactement la même exigence portée par l'article 10 de la Convention numéro 158 de l'OIT, qui, lui, a été reconnu d'application directe. Donc, je ne m'explique pas cette différence de reconnaissance d'effet direct pour l'article 24 de la Charte et l'article 10 de la Convention numéro 158 de l'OIT. Pour le moins. En tout cas, la Cour de cassation, la Chambre sociale a jugé de la sorte. Donc, elle a exclu l'article 24. Reste quand même l'invocabilité de l'article 10 de la Convention numéro 158. Et là, la Cour de cassation a d'abord reconnu, je dirais, enfin, elle ne le fait pas comme ça, mais c'est la manière dont moi je reconstitue sa décision. Elle a d'abord reconnu la conventionnalité du système dans son ensemble. Elle considère que la mise en place du plafonnement n'est pas contraire en soi à l'article 10 de la Convention 158 parce que il y a une marge de manœuvre qui est laissée au juge entre le plancher et le plafond parce que, et je reprends ce que disait Isabelle, parce que il y a des cas où il y a la possibilité de ne pas appliquer le barème lorsqu'il y a une nullité. Deuxième argument. Troisième argument, il y a le caractère dissuasif de la sanction est assuré par les indemnisations complémentaires et par ce que vous disiez, le remboursement des ACD. Alors là, bon, on y reviendra. Là encore, je ne comprends pas du tout comment la Cour de cassation a pu juger de la sorte. Donc, la Cour de cassation a considéré
qu'en l'état, le système était raisonnable. C'était voilà, c'était un système qui était en conformité avec cette exigence de réparation adéquate. Restait la question de la possibilité d'écarter, dans des cas particuliers, le plafond si les circonstances de l'espèce nécessitaient une réparation qui allait au-delà du plafond. Donc, on est dans la question de l'application in concreto. On pourra peut-être revenir sur le fait que la distinction in abstracto in concreto n'a pas vraiment sa place ici, puisqu'elle a été créée pour l'application des directives. Non, elle a été créée, pardon. Elle est utilisée pour les questions de CEDH. Et alors, la Cour de cassation, dans sa notice, a expliqué que, en l'occurrence, le contrôle in concreto n'avait pas sa place parce que le CEDS n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas un organe juridictionnel, et donc, il n'y avait pas de place pour un contrôle in concreto. Ce que veut dire la Cour de cassation, c'est que, comme il n'y aura pas une juridiction internationale qui va juger après elle, il n'y a pas besoin qu'elle fasse un contrôle in concreto, puisque l'idée, c'est de dire la possibilité du contrôle in concreto, c'est pour éviter aux justiciables d'avoir après un arrêt contraire devant la CEDH. Donc, ça lui fait gagner du temps si on fait un contrôle in concreto en droit français. La Cour de cassation dit, s'il n'y a pas de juridiction internationale, moi, je ne fais pas d'in concreto. Argument complètement réversible, parce qu'on pourrait se dire, s'il n'y a pas de juridiction internationale, alors d'autant plus la Cour de cassation, les juges français devraient faire du in concreto, parce qu'il n'y a pas de filet, il n'y a pas un autre filet. Donc l'argument utilisé dans la notice est complètement réversible, à mon sens. Toujours est-il que la Cour de cassation a refusé le contrôle in concreto sous l'argument que vous avez utilisé, qui est, c'est contraire au principe d'égalité. Alors là encore, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que le principe d'égalité, c'est traiter de manière égale les personnes qui sont dans la même situation, mais c'est aussi traiter de manière différenciée les personnes qui ne sont pas placées dans la même situation. Or, l'application d'un plafond conduit à dédommager de la même manière des personnes qui ont des préjudices différents. C'est-à-dire deux personnes qui ont un préjudice différent, qui excèdent le plafond, vont recevoir la même indemnisation, le plafond. Et donc, là encore, je ne comprends pas cet argument d'égalité, sauf c'est une conception de l'égalité extrêmement formelle. Alors, il est vrai que le Conseil constitutionnel a dit que la conception constitutionnelle de l'égalité, ça n'est pas d'obliger à traiter de manière distincte. Oui, mais là, on n'est pas devant le Conseil constitutionnel. On est devant la Cour de cassation, qui pourrait avoir une conception de l'égalité un peu moins frustre et formelle que celle qu'elle a adoptée. Et donc, par ailleurs, la Cour de cassation accepte donc on traite de manière égale des personnes qui sont placées dans des situations différentes. Et ça, selon la Cour de cassation, c'est conforme au principe d'égalité. Donc, par des arrêts qui, à mes yeux, sont graves. Pour moi, ce sont des arrêts très graves. Parce que, d'abord, ils valident ce dispositif qui, comme l'a dit Isabelle Tarot, fragilise grandement le droit du licenciement. Et il n'y a pas de droit du travail effectif sans un droit du licenciement un peu fort. Et je voudrais souligner que, vous l'avez dit, donc le Comité européen des droits sociaux, qui veille à la bonne application de la charte, insiste énormément, mais l'OIT aussi, sur le fait qu'une réparation adéquate, c'est une réparation dissuasive. Dissuasive. Qui doit dissuader l'employeur de prononcer un licenciement injustifié, injustifié. Eh bien, en fait, la logique du dispositif français, elle est exactement contraire. Et c'est si on lit ce qui a été dit, écrit sur le plafonnement des indemnités, c'est quoi? Je l'ai dit au début, c'est pour ça que je me suis permis de le rappeler. Le plafonnement des indemnités, c'est
faciliter le licenciement pour encourager le comportement d'embauche. C'est dans l'ADN du dispositif de faciliter les licenciements. Ça a été motivé comme ça. Et s'il faut se référer à ce que dit le Conseil constitutionnel a même validé cette théorie puisqu'il a dit que c'était favorable à l'intérêt général au nom de l'emploi. Donc, le Conseil constitutionnel, à mon grand désespoir, a validé cette théorie économique qui suggère qu'il faut faciliter le licenciement pour encourager les comportements d'embauche. Toujours est-il que le Conseil constitutionnel a cédé à cette sirène et que donc, c'est dans l'ADN du dispositif que de faciliter le licenciement. Donc, c'est à mon avis d'une hypocrisie totale que de dire que le dispositif français assume sa fonction dissuasive, puisque c'est exactement l'inverse. Dernière remarque, parce que je suis inarrêtable, ces arrêts m'ont d'abord plongé dans un profond désarroi, et puis voilà, avec la rentrée, il a fallu l'enseigner aux étudiants, et donc j'ai retrouvé un peu d'énergie. Mais la dernière chose qui me frappe vraiment de manière très forte, c'est l'argument selon lequel la fonction dissuasive du dispositif est assurée par le fait que l'employeur doit rembourser les indemnités chômage perçues par le salarié qui a été injustement licencié. La somme est alors versée non pas au salarié, mais à la collectivité, enfin, si tant est que les AC disent que ça soit la collectivité, je vais céder à cette facilité. Mais alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on répare là? On répare le fait que la collectivité a versé des revenus de remplacement à quelqu'un qui aurait dû être embauché. Ça veut dire que le droit à l'emploi du salarié, celui qu'il a le droit de revendiquer à l'égard de l'employeur, il est où? Il est où? Le problème n'est pas le fait de dédommager la collectivité qui a versé des assédiques de manière indue. Voilà, comme vous le voyez, ces arrêts m'ont plongé dans une colère et surtout, c'est pas seulement le résultat, c'est vraiment les arguments qui viennent à l'appui qui me semblent extrêmement dangereux, notamment sur le principe d'égalité. Alors, il y a de l'émotion dans tout ça. Oui, mais parce que c'est grave. Bah, bien sûr, c'est grave. Alors, nous, passer le premier réflexe de colère, évidemment, un peu de sidération aussi. Regarder en plus de ça la manière dont la Cour de cassation, à chaque fois qu'elle devait sauter d'un côté ou de l'autre du mur, elle allait toujours sauter d'un côté et pas avec une logique, mais toujours celle pas d'autre fil rouge que celle de sauver la réforme. Donc, dans une décision très empreinte de politique. Peut-être pour dire aussi, finalement, c'est pas moi qui viendrai arbitrer le sujet aux parlementaires de le faire, parce qu'on a du mal à voir le sujet revenir dans les priorités législatives. Donc, il faut continuer le combat, judiciairement parlant. On n'a pas le choix. On doit espérer qu'à un moment donné, la réforme soit corrigée. C'est pas ce qu'on nous annonce pour leur fameuse loi travail qui est censée concilier tout le monde après le débat sur les retraites. Non, il faut continuer, il faut être persévérant. C'est une qualité de l'avocat, la persévérance. Il faut être têtu. Donc, on va reprendre le sujet. On adapte l'argumentaire à nouveau. Et on a énormément de choses à faire valoir. Premier point sur lequel on reprend la bataille, c'est en face de vous le juge prud'homal. De la même manière que dans nos premiers argumentaires, il fallait convaincre de ce qu'il était juge de l'inconventionnalité et du pouvoir que ça lui donnait, eh bien, il faut surajouter une couche en lui disant la Cour de cassation a statué par des arrêts fortement publiés. N'empêche, ça n'est que de la jurisprudence. Il existe des revirements de jurisprudence. Il y en a eu souvent, et je vais en évoquer un peu plus loin, un récent d'ailleurs qui l'illustre. Donc, il est permis d'espérer, techniquement, au moins. Et bien entendu, il est surtout permis de résister. Le juge prud'homal, le juge du fond, est totalement libre de résister et nous allons voir que certains ont commencé d'ores et déjà à le faire par de très belles décisions. Et encore une fois, la jurisprudence, ça pousse par les racines, donc on est reparti. C'est la saison 2. Une fois qu'on a rappelé tout ça, bien, premier point sur lequel il faut continuer à être têtu, l'article 24.
l'application directe de l'article 24. Parce que, comme a commencé à le dire Tania, la décision rendue par le Cour de cassation, elle est illogique, elle est inacceptable, elle est critiquée par les juristes européens, elle est critiquée par le CEDS lui-même expressément dans la deuxième décision qu'il rend l'année dernière, en juillet, parce que le CEDS a rendu 2 décisions. Et vous savez qu'avec le délai de publication des décisions, la première était antérieure aux arrêts de la Cour de cassation du 11 mai, mais nous ne les avions pas parce qu'il y a un délai de publication décalage d'environ 3 mois. La Cour de cassation, elle savait très bien de toute façon qu'il fallait qu'elle fasse tout pour échapper au CEDS, qui ne rend pas des décisions de jurisprudence, mais qui est quand même l'organe habilité expressément à l'interprétation des textes de la charte. Donc, dans bien des décisions de justice antérieures, la Cour de cassation visait la position du CEDS aussi comme élément d'interprétation et comme élément devant guider l'application du droit international en droit français. Donc, ça n'est pas rien, la position que le CEDS prend. Le CEDS donc, avait pris cette décision contre la Finlande. Entre-temps, avait pris également une position dans des termes identiques sur la réforme italienne. Et nous avons donc 2 décisions enfin sur la France rendues l'année dernière. Donc, il nous faut absolument continuer le combat sur la possibilité d'invoquer directement l'article 24 de la Charte sociale et les guides d'interprétation du CEDS. Alors, il faut sans doute, parce que visiblement dans les décisions de jurisprudence des dernières années de la Cour de cassation fait grand cas du droit européen. Donc, il faut aller la coincer sur le droit européen. Il faut la coincer sur ses contradictions, parce que l'article 151 du traité du Conseil de l'Europe, du traité fondateur, cet article 151 énonce que l'Union et les États membres conscients des droits sociaux fondamentaux tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin en 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux, etc. etc. L'article 151 du traité fondateur de l'Union européenne renvoie à la nécessité pour les États membres de respecter la Charte sociale européenne. Et c'est un premier point qui n'a pas été examiné dans les arrêts du 11 mai et qui est donc encore largement ouvert au débat. L'article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, donc elle aussi visée dans cet article 151, indique que tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié. Et c'est en fait dans l'article 24 de la Charte européenne des droits sociaux que vous trouvez le dispositif en question. Ne pas permettre à l'article 24 d'être effectif dans le droit français, c'est donc s'affranchir du droit de l'Union européenne par ricochet. C'est d'ailleurs la position que la Cour constitutionnelle italienne avait retenue dans sa décision elle-même. Elle reconnaissait que c'était en vertu du droit de l'Union européenne aussi qu'elle devait censurer le plafonnement. La Cour de cassation, avant cette position dissonante du 11 mai 2022, avait d'ailleurs visé elle-même dans ses décisions l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. C'est par exemple le cas dans un arrêt du 29 juin 2011 ou dans un arrêt du 31 janvier 2012. Je rappelle que vous avez toutes ces références dans l'argumentaire qui est en libre accès en format Word sur le site du SAF. Nous devons donc convaincre le juge prud'homal que s'il suit la Cour de cassation dans l'idée que l'article 24 ne doit produire aucun effet en droit français, il contrevient au droit de l'Union européenne. Il va falloir faire remonter à nouveau les décisions de justice par ce biais-là et peut-être, oui, envisager une question préjudicielle. Pourquoi pas aussi. Et puis, il faut continuer, comme Tania a déjà commencé à le critiquer, à montrer qu'on ne comprend pas la position de la Cour de cassation à l'égard de l'article 24. L'article 24 dit exactement la même chose que l'article 10. Et quand on vous dit que la Charte européenne a besoin d'actes complémentaires et que c'est pour ça qu'on ne va pas lui reconnaître un effet direct, mais de quels actes complémentaires? De quels actes complémentaires? C'est exactement la même
chose qui est inscrite dans la Convention 158 de l'OIT, et on ne dit pas qu'il faut des actes complémentaires pour que ce droit à l'indemnité adéquate soit applicable directement et invocable directement entre les particuliers et les employeurs. Il y a donc quelque chose de complètement absurde. Il faut aussi renvoyer la Cour de cassation à ses anciennes positions. En 2018, dans l'arrêt IKEA, l'arrêt publié avec une note sur le site de la Cour de cassation, la Cour de cassation disait sa volonté de rejoindre le Conseil d'État dans les mêmes positions sur les contours de l'effet direct des conventions internationales. 2018, c'est pas vieux. Or, quelle a été la position du Conseil d'État, on l'a dit, et on citait déjà avant, dans un arrêt de 2014, elle reconnaît la possibilité d'invoquer dans un litige entre salariés relevant du droit public, en l'occurrence, et un employeur de droit public, la charte. Donc, on a une discordance complète entre le Conseil d'État et la Cour de cassation depuis les arrêts du 11 mai 2022, à rebours de ce que nous promettait la Cour de cassation, c'est-à-dire sa volonté d'harmoniser avec la position du Conseil d'État. Conseil d'État qui avait également dit le fait qu'un texte international s'adresse aux États ne le disqualifie pas ce texte d'avoir des effets directs dès lors qu'il n'y a aucun acte complémentaire qui est nécessaire. Et encore une fois, de quel acte complémentaire aurait-on besoin? Là, je rappelle aussi que la France a promulgué par décret, comme elle le doit dans la Constitution, la Charte sociale européenne, dans un décret qui indique qu'aucun acte complémentaire n'est nécessaire. Au moment de la publication, on dit bien qu'aucun acte est nécessaire, et le décret qui le publie donc c'est un décret qui est ancien, hein, évidemment, forcément. C'est un décret du 4 février 2000 qui vise le décret du 14 mars 1953, parce qu'il y avait eu des modifications dans le dispositif. Et donc, en 2000, pas plus qu'en 1953, on indique qu'il y a des actes de transposition nécessaires. On promulgue la charte par décret sans acte de transposition nécessaire. Et cette obligation d'assurer une indemnité adéquate aux salariés, c'est une obligation précise, claire et inconditionnelle. C'est un droit subjectif au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. Et la Cour de cassation ne devrait pas avoir une conception différente. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, elle risque le contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme là-dessus. Lorsque il y a une divergence entre les deux ordres judiciaires et administratifs, sur la manière dont on doit appliquer les conventions européennes à un élément qui rentre dans le droit de propriété. Et le droit à une indemnité, à une indemnisation, rentre dans la notion de droit de propriété protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien, la CEDH a déjà sanctionné la France lorsqu'elle laissait une divergence de jurisprudence procéder. Et c'est le cas ici, puisqu'encore une fois, devant le Conseil d'État, jusqu'à preuve du contraire, il y a une invocation directe possible de l'article 24 dans un litige de fond entre un travailleur du droit public et un employeur de droit public. Voilà, donc tous ces éléments-là, nous les mettons en avant pour dire cette volonté de la Cour de cassation de dire que l'article 24 ne doit pas être invoqué directement devant le juge prud'homal, il faut s'en affranchir pour toutes ces raisons. Deuxième étape de l'argumentaire, nous critiquons les divergences de position entre la Cour de cassation et le comité de l'OIT, et le CEDS, bien sûr. Le comité de l'OIT, il se prononce le 16 février 2022, donc quelques temps avant que la Cour de cassation ne statue. Ça avait d'ailleurs mis un vent de panique le jour de l'audience devant la Cour de cassation, puisque arrivé là, on nous proposait de suspendre immédiatement l'audience pour nous donner la possibilité de prendre connaissance du rapport du 16 février 2022, qui n'avait pas circulé avant, en tout cas dont les parties devant la Cour de cassation n'avaient pas eu connaissance et on n'avait pas pu débattre. Donc on s'est mis à éplucher le truc, à essayer de voir comment on y répondait. On a fait des notes sur le sujet. Et que nous dit le comité de l'OIT dans son rapport du 16 février? Il considère qu'il n'est pas a priori exclu que dans certains cas,
le préjudice subi soit tel qu'il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu'il serait juste d'accorder. Le comité de l'OIT regarde les fourchettes qui sont trop ramassées, ce sont des termes que vous retrouvez dans la décision, et critique également la logique de plafonnement en disant, eh bien, tel qu'il existe, ce barème, avec ce plafonnement, il peut conduire à ce que des salariés ne reçoivent pas une indemnité adéquate et donc que le droit qui leur est donné par l'article 10 de la Convention 558 ne soit pas respecté. Alors, c'est toujours un peu compliqué de regarder comment un rapport de l'OIT est fait. Les positions qui sont prises sont un peu difficiles. Je pense que ça va être exploité de l'autre côté, là, entre, voilà, dire oui, mais ils n'ont pas dit tout à fait ça. Mais il n'empêche qu'ils ont dit ce que je dis. C'est-à-dire que la conformité d'un barème et donc d'un plafonnement avec l'article 10 de la Convention dépend du fait que soit assurée une protection suffisante des personnes injustement licenciées et que soit versée dans tous les cas une indemnité adéquate. Et qu'est-ce qui est décidé ensuite? Il est décidé de challenger la France en leur disant l'État français doit vérifier. L'État français doit examiner à intervalles réguliers, le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, si les modalités du dispositif d'indemnisation qui existe depuis l'ordonnance de 2017 aboutit ou pas à ce que des indemnisations adéquates ne soient plus assurées aux salariés. Or, cette évaluation n'est jamais intervenue. Si vous avez une analyse scientifique qui a été faite des décisions, en effet, elle existe et elle conduit à constater une baisse des indemnisations moyennes. Et ça n'est pas le gouvernement qui a lancé cette étude, c'est une étude universitaire. Voilà. Il n'y a pas eu d'évaluation. Et donc, la France est de facto en infraction avec ce que lui préconisait l'OIT. Alors, d'une manière un peu elliptique, certes, mais d'une manière quand même suffisamment consistante et claire pour que la Cour d'appel de Grenoble, dont l'arrêt du 16 mai, qui est donc le seul qui n'est pas encore indiqué dans l'argumentaire, on va le mettre à jour, c'est un arrêt du 16 mars 2023. Vous verrez que cet arrêt cite abondamment le rapport de l'OIT, indique que la Cour de cassation a jugé, alors c'est un peu plus comme formule, a jugé les barèmes compatibles, mais pas conformes à l'article 10. Et je pense que c'est pour essayer de synthétiser en une phrase la manière dont on doit lire le rapport de l'OIT. C'est-à-dire que le rapport de l'OIT dit que c'est peut-être probablement compatible en théorie, mais aussi intrinsèquement, ça permet, dans certains cas, de ne pas respecter le droit à une indemnité adéquate. Et donc, nécessairement, c'est l'intégralité qui tombe, puisque l'intégralité du système ne garantit pas que, dans tous les cas, vous pourrez, en tant que juge, assurer une indemnité adéquate. Et c'est ce qui a convaincu la Cour d'appel de Grenoble, qui relève aussi que l'évaluation des barèmes n'a pas été assurée par le gouvernement, contrairement aux préconisations. Eh bien, la conclusion, c'est qu'il est nécessaire d'écarter purement et simplement le barème pour permettre aux juges de statuer à nouveau tout à fait librement. J'en viens maintenant à la position du CEDS dans deux décisions qui ont été rendues, donc une qui a été prise donc avant les arrêts du 11 mai, mais qu'on a eu après, et une qu'on a eu encore plus récemment. La première décision est du 23 mars, publiée le 26 septembre. La deuxième décision est du 5 juillet, publiée le 30 novembre. Le comité considère que les montants minimum et maximum d'indemnisation auxquels le salarié peut prétendre sont trop faibles et parfois quasiment identiques, de sorte que la fourchette d'indemnisation n'est pas assez large, que la prévisibilité résultante du barème peut constituer une incitation pour l'employeur à licencier abusivement les salariés, et dès lors, l'indemnité adéquate n'est plus assurée, puisque vous avez une indemnité qui n'est pas assez dissuasive et une indemnité qui n'assure pas une réparation complète et suffisante, pas une réparation adéquate. Le CEDS relève aussi un point important, l'indemnisation du préjudice moral causé par le licenciement sans cause réelle sérieuse est déjà incluse dans l'indemnité plafonnée et cette indemnité, elle est en fonction du salaire, puisque forcément elle est en mois de salaire. Donc vous avez nécessairement pour le salarié qui a une plus faible assiette, une plus faible rémunération, une difficulté à faire valoir ses préjudices moraux, ses préjudices de santé, à la même hauteur qu'un salarié qui a une rémunération plus élevée, puisque l'assiette
qui lie le juge. Il ne peut pas s'en affranchir. C'est l'assiette du salaire de référence moyen. Vous avez cette assiette qui est très pénalisante par rapport à la prestation d'un préjudice moral qui ne devrait pas dépendre de votre rémunération, ou un préjudice de santé qui ne devrait pas dépendre de votre rémunération. Il n'y a pas que le critère de l'ancienneté qui n'est pas approprié, ou en tout cas qui n'est pas le seul à prendre en compte. Soit dit en passant, avant l'ancienneté, c'est surtout la difficulté avec laquelle vous retrouvez un emploi qui est le vrai curseur pour arriver à évaluer le préjudice, sachant qu'au chômage, vous avez certes une indemnisation, mais à hauteur de 57%. Donc, plus vous restez au chômage, plus votre préjudice est grand. Donc, ce n'est pas tant votre ancienneté avant licenciement que le temps que vous mettez au chômage qui guide votre préjudice. Bon, mais c'est aussi l'assiette. L'injustice du système du barème, elle est au niveau du critère de l'ancienneté, bien sûr, qui ne résout pas tout, puisque ça ne résout pas la problématique, encore une fois, des charges de famille, du handicap, du fait que vous avez déménagé pour cet emploi et que vous êtes viré un an après, etc., etc. Mais aussi l'assiette qui pénalise, puisque c'est le seul élément que le juge a comme coefficient multiplicateur par rapport au nombre de mois lié à l'ancienneté. Voilà, et je l'ai dit dans sa décision, la deuxième, le CEDS, ah non, je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Non, je ne l'ai pas dit. Élément que vous pouvez raccrocher au premier point, c'est-à-dire l'article 24 doit bien être d'application directe. Le CEDS a pris connaissance dans sa deuxième décision de l'arrêt, des arrêts du 11 mai, et on est choqué. Et il dit que la charte énonce des obligations de droit international qui sont juridiquement contraignantes pour les États parties, et que le comité, en tant qu'organe conventionnel, est investi de la responsabilité d'évaluer juridiquement si les dispositions de la charte ont été appliquées de manière satisfaisante. Ceci pour répondre à Amélie qui disait que ce n'est pas de la jurisprudence. C'est quand même une force. Et avant, la Cour de cassation les visait. Le comité considère qu'il appartient donc aux juridictions nationales de statuer sur les questions en cause à la lumière des principes qu'il a énoncés à cet égard. Le CEDS s'adresse au juge prud'homal français et lui dit « Prenez le bâton de pouvoir et appliquez ». Il le dit au juge prud'homal. Et vous devez le dire comme ça quand vous le plaidez, vous devez dire « Le CEDS vous demande de vous saisir de l'article 24 et de l'appliquer, car c'est contraignant pour les États et car son interprétation est le guide, parce qu'il est le comité qui a été missionné pour le faire. » Alors, sur l'incapacité du barème français à assurer une indemnité adéquate, on reprend bien entendu les fondamentaux de notre argumentaire initial, qui consiste à démontrer que, bon, je l'ai déjà dit, le licenciement nul est nul pour d'autres raisons, et ça n'est pas un licenciement plus grave que l'absence de cause réelle et sérieuse. Ce sont deux registres différents, comme je l'ai développé tout à l'heure, je ne le reprends pas. Le fait que l'ancienneté ne peut être le seul critère d'évaluation des préjudices, c'est pareil, je viens de le redévelopper, je ne le reprends pas de trop, sauf à vous dire deux choses. Deux choses intéressantes par rapport à des décisions postérieures aux arrêts du 11 mai. D'abord, parce que je trouve que finalement, si on vous donne très peu de temps pour plaider, et on sait déjà qu'on a très peu de temps quand on plaide sur le motif, alors quand on arrive à plaider sur le barème, on se dit je me fais inquiéter, c'est pas possible, vous me direz. Moi, je trouve savoureux de relever que le 28 septembre 2022, dans une affaire pour laquelle la Cour de cassation s'était saisie dans le cadre d'une bonne administration de la justice pour statuer au fond. En fait, il y avait eu une erreur dans l'arrêt de la Cour d'appel avec une contradiction sur l'ancienneté, un coût qui était mentionné à hauteur de 3,5 années, un coût qui était mentionné à hauteur de 12 ans, et 12 ans était l'ancienneté réelle du salarié. Pour moi, la Cour de cassation regarde les choses et dit dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il m'appartient de trancher au fond plutôt que de renvoyer. Et donc, la Cour de cassation statue sur les dommages d'intérêt. Elle accorde 40 000 €. C'est un licenciement pré-barème. Barème non applicable. Que nous dit la Cour de cassation? Elle nous dit que compte tenu du salaire de référence, de l'ancienneté, mais aussi de l'âge, de la qualification professionnelle et des difficultés à se réinsérer sur le marché de l'emploi, elle accorde 40 000 €, soit 13,8 mois de salaire, bien au-delà de 11,5 mois si le barème s'était appliqué. Alors, franchement, j'adore. Parce qu'une fois que vous avez dit ça, bon, et que vous n'avez pas le temps de dire tout le reste, il y a quand même quelque chose qui doit montrer au juge prud'homal que si même la Cour de cassation, après avoir rendu des arrêts retentissants dans lesquels elle considère que le barème, il faut sauver le barème,
Dès qu'elle en a la possibilité, juste après, enfin, elle s'en affranchit de ses raisonnements et elle dit qu'il n'y a pas que l'âge et le salaire, mais qu'il y a aussi, qu'il n'y a pas, pardon, que l'ancienneté et le salaire, mais qu'il y a aussi la qualification, l'âge, les difficultés à se réinsérer, dont acte. Autre élément important dans les comptes de la Cour de cassation. Parce que si j'osais et j'ose, je dirais qu'avec les comptes, ils ne changent pas d'avis. La Cour de cassation en assemblée plénière le 20 janvier 2023 est revenue pour sa jurisprudence antérieure par un revirement majeur qu'elle a fait publier sur son site avec une note pour s'expliquer, en disant que, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail peut désormais prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente de sécurité sociale en réparation complémentaire de ses souffrances physiques et morales post-consolidation, sans avoir à prouver que la rente ne couvre pas déjà ses souffrances, alors que ça faisait des années qu'elle disait le contraire. Et la Cour de cassation, en assemblée plénière, publie donc une note à côté pour expliquer son revirement et nous indique qu'elle agit ainsi avec 3 volontés. Volonté d'harmoniser sa jurisprudence avec celle du Conseil d'État. Alléluia. Deuxième élément, prise en compte des difficultés pour les victimes d'administrer la preuve de leur préjudice. Intéressant aussi pour ce qui nous concerne. Et troisième élément sur le gâteau, elle constate qu'une rente calculée forfaitairement en fonction du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente ne peut couvrir qu'imparfaitement les souffrances physiques et morales du fait de ce mode de calcul inadapté. Vous voyez qu'elle est capable de revenir sur ses positions et de réfléchir. Le barème, c'est ni plus ni moins le problème aussi. Du fait que vous avez des critères liés à l'ancienneté et au salaire de référence qui, encore une fois, vous brident, les deux vous brident. Vous avez un calcul inadapté qui ne permet pas parfaitement d'assurer l'indemnisation des préjudices du salarié. Et je dirais que la boucle est bouclée. Enfin, ce serait jamais que revenir à la conception traditionnelle que la Cour de cassation développait, notamment dans le rapport annuel en 2000, du fait que le juge est souverain pour fixer la réparation et réparer à juste mesure les conséquences dommageables résultant des licenciements injustifiés. Il est temps de revenir à l'office du juge tel qu'il n'aurait jamais dû s'effacer devant une réforme qui est inique et qui est contraire aux engagements internationaux de la France. Enfin, donc, on rappelle aussi l'absence de sanctions dissuasives avec ces barèmes préconstitués. Encore une fois, si vous avez une faible ancienneté, c'est comme si vous aviez un montant inscrit sur le front, ça ne vaut pas cher de vous licencier, et on le sait à l'avance. Et bien entendu, je suis comme Tania complètement abasourdie de cette idée de dire que la sanction est suffisamment dissuasive parce que l'employeur doit rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage, alors dans la limite de 6 mois, à hauteur de l'indemnisation chômage, qui est 57% du salaire, donc même pas à hauteur du salaire. C'est pas de l'argent pour le salarié. Et surtout, ça n'est même pas dû pour les salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté ou les salariés des petites entreprises. Donc, c'est de toute façon pas une sanction qui existe dans tous les cas de licenciement injustifié. Bref, pour tout ça, c'est complètement impropre. Ça ne devrait pas rentrer dans le débat. On a voulu chercher de l'absurde pour essayer de se justifier, mais d'une manière qui est très choquante par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre d'une haute juridiction qui avait d'ailleurs devant elle un avocat général qui avait quand même fait un énorme job. Il y avait des rapports qui avaient été faits, les partis s'étaient quand même mis en 4 pour essayer d'élever le débat et on arrive à ce genre de choses complètement absurdes. Alors on a également rajouté dans l'argumentaire 2 terrains. Le terrain de l'égalité de traitement et le terrain de la discrimination indirecte. Et sur ça, donc, pour le moment, on n'a pas de position jurisprudentielle, en tout cas pas à ma connaissance, parce qu'on les a rajoutés. Il est vrai qu'en septembre, dans l'argumentaire. Donc, vous avez des décisions de justice. J'ai évoqué l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble tout à l'heure. Vous avez également Douai, le 21 octobre 2022, pourvoi en cours. Je pense que Grenoble va y avoir un pourvoi aussi, c'est certain. Vous avez un jugement du Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2022 qui est magnifique, très motivé, qui va sur l'article 24 invocable, quand aussi, je crois, assez rapidement après les arrêts du 11 mai, avait récité et avait dit que l'article 24 était invocable, mais de manière beaucoup moins motivée, parce que le jugement de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2022 est incroyablement motivé. À vrai dire, ça fait plaisir, parce qu'en fait,
beaucoup reprennent l'argumentaire du SAF, en fait. C'est pour ça que c'est très confortable de lire ces décisions, parce qu'on dit qu'on a été compris, mais ce sont de très belles décisions. Et il y a un vrai effort, c'est pas un jugement de départage, clairement. Et c'est compliqué pourtant d'arriver à inclure dans un jugement global autant de choses. Et c'est extrêmement bien rédigé. Et c'est pas un copier-coller de l'argumentaire. On en retrouve des morceaux évidemment, parce que forcément les références sont là. Mais c'est quand même un très très beau raisonnement qui a été tenu. Je suppose, je présume, mais je ne sais pas, qu'il y a eu appel. Donc on a rajouté des éléments. Et là, ce que je vais vous dire, j'ai pas de décision de justice encore sur le sujet. Sur l'égalité de traitement, oui, ça nous a bien chauffé que la Cour de cassation aille sur l'égalité de traitement. Oui, ça nous a bien chauffé aussi déjà que le gouvernement présente sa réforme en disant c'est une manière de gommer les inégalités, c'est une manière de lisser tout le monde, etc. etc. Parce que non, c'est pas ça l'égalité de traitement. Parce que l'égalité de traitement oblige à ne pas traiter de manière analogue des personnes qui sont dans une situation différente. Or, les salariés ne sont pas à égalité devant un licenciement en fonction de leur charge de famille, en fonction de leur âge, en fonction de leur handicap, en fonction des situations différentes qui doivent conduire le juge, sans aucun état d'âme, à individualiser l'évaluation du préjudice parce que c'est son rôle, parce que c'est son office souverain de juge du fond et parce qu'il n'y a pas à en rougir et que j'ai particulièrement apprécié que le jugement de Clermont-Ferrand le réaffirme le principe que le juge civil, dont fait partie le juge prud'homal, doit pouvoir jouer son office d'évaluation sans qu'on le taxe de créer de l'insécurité juridique. Et je vais vous dire, je ne sais pas quel avocat pourrait dire le contraire encore une fois, et si le CNB nous recolle sur ce sujet aujourd'hui, c'est qu'en effet, nous, avocats, nous ne pouvons pas accepter qu'on dise à un juge qu'il crée de l'insécurité juridique alors qu'il ne fait que son devoir d'apprécier une situation qui lui est soumise, un cas qu'il doit trancher, alors qu'il est le troisième pilier de la démocratie. Donc ça, c'est pour le principe d'égalité de traitement. L'égalité de traitement, c'est pas traiter de manière égale des personnes qui sont dans une situation différente. L'autre élément, c'est l'interdiction de la discrimination indirecte. Et nous avons une discrimination indirecte lorsque le juge, par le plafond, se voit imposer de ne pas pouvoir tenir compte de la situation du salarié tenant à son âge, tenant à son handicap, tenant à sa situation économique, pour pouvoir correctement l'indemniser et lui assurer une indemnité adéquate. Dans un arrêt du 8 mai 2019, la Cour de justice européenne avait été saisie d'une question préjudicielle de la Cour de cassation sur la méthode pour identifier la discrimination indirecte et en tirer toutes les conséquences à l'égard de la manière dont on calculait l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé de reclassement pour des personnes ayant eu un congé parental. Sachant que le congé parental est concerne principalement des femmes, d'où la discrimination indirecte, à ne pas permettre de recalculer ça sur une base de rémunération à temps plein pour les femmes qui avaient eu une période de congé parental avant d'être licenciées. Et la Cour de cassation et la Cour de l'Union européenne a dit oui, il y a discrimination indirecte face à ces textes français. Et la Cour de cassation s'est alignée dans un arrêt du 18 mars 2020 et a dit que l'allocation de congé de reclassement et l'indemnité de licenciement doivent être calculées sur la base d'un temps plein. Le juge national doit immédiatement, de sa propre autorité, c'est-à-dire que même ça ne pourra ne pas lui être plaidé, il peut le faire, accorder cette prestation ou cet avantage aux groupes ainsi défavorisés sans attendre l'élimination de la contrariété par voie législative. Si vous avez un dossier qui vous permet d'aller sur le terrain de la discrimination indirecte parce que le salarié du fait de son ancienneté se voit plafonné bien en deçà de son préjudice alors qu'il a un handicap, alors qu'il a un préjudice lié à son âge, alors qu'il a, que sais-je, un autre critère discriminant qui permet de plaider la discrimination indirecte, vous le soulevez et vous devez dire qu'il appartient au juge français d'écarter immédiatement sans attendre que le droit français soit mis en conformité et que cette discrimination indirecte soit gommée de notre code du travail.
Et je pense que c'est un argument majeur, surtout que dans les critères de discrimination en droit français, on a aussi la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique qui permet aussi de raccrocher à un salaire de référence insuffisant et trop bas. En tout cas, il me semble que ça se plaide et que j'ai hâte de voir comment on donne le pion à la Cour de cassation et à soi-disant, parce qu'il fallait quand même aller à la réunion de la FDT. À la réunion de la FDT où le doyen Hublot est venu défendre et vous expliquer de manière très savante, hein, parce que c'était très savant, pourquoi à chaque fois la Cour de cassation a décidé, encore une fois, de sauter de ce côté du mur qui permet de sauver la réforme et non de l'autre côté, donc et que sur la question de la discrimination, il a dit non, non, mais attendez, si on l'avait permis du in concreto, ça aurait été permettre de la discrimination positive au bénéfice de communautés. Salariés plus âgés, salariés malades, salariés d'origine étrangère, et on n'en veut pas. C'est ça, cette notion de l'égalité et de la défense contre les discriminations que la Cour de cassation nous promet. Est-ce que nous, avocats de salariés ou avocats d'organisations syndicales, on va accepter d'en rester là sur cette notion d'égalité de traitement? Et non, c'est non. Et là, j'ai vraiment envie que la prochaine fois qu'on obtient une décision favorable, elle aille aussi sur ce terrain, parce que c'est sur ce terrain vraiment aussi qu'il faut complètement identifier ce qui a été décidé dans les arrêts du 11 mai et dans la note explicative, qui visiblement n'a aucun scrupule. Alors, en plus de ça, je dois dire que sur le moment, le terme de communauté liée aux origines et au communautarisme a été abondamment utilisé de manière insistante par le doyen Hublot, et j'en étais médusée, et on était plusieurs dans la salle à se regarder en se disant mais sur quel terrain il va? Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, ceci dit, alors, le MEDEF avait plaidé l'audience avant les arrêts du 11 mai. Le MEDEF avait quand même plaidé sur ça en disant « mais l'une concrètement, vous savez ce qui va se passer. Cour de cassation, si vous nous dites les handicapés et les vieux, le varie du confrère, qui plaidait pour le MEDEF. Les handicapés et les vieux, ça coûte plus cher de les licencier, c'est simple, on ne les embauchera plus. » Voilà dans quel type de débat odieux, vicieux, une réforme qui n'aurait jamais dû exister nous a plongé. Cette réforme est unique, elle doit sauter d'une manière ou d'une autre. C'est à nous, avocats, d'aller faire rétablir, tant que le législateur ne se saisit pas de ça, c'est à nous de faire rétablir et à nous de donner confiance aux juges dans les pouvoirs qu'ils ont de rétablir le droit tel qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, avec un office du juge plein et entier permettant de tenir compte de la situation des salariés. Merci Isabelle, on va peut-être effectivement repasser quand même la parole à Amélie pour nous donner voilà, une autre version, parce que vous l'avez vu, c'est quand même un sujet qui est très clivant, je crois, et quelle que soit notre pratique personnelle, je crois qu'on a du mal à adhérer, entre guillemets, peut-être, on va dire à la position, je parlais de l'autre côté, donc si j'aime pas trop ça, mais en tout cas de l'autre côté de la barre, et où on a vraiment chacun nos positions. En revanche, ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir ce débat et de pouvoir avoir tous les arguments de part et d'autre, parce qu'on n'est jamais mieux préparé que quand on sait ce que dit l'adversaire. Et donc, Amélie, je vous laisse la parole. C'est gentil. Alors, le premier point sur lequel je veux insister, parce que pour moi, il est fondamental, c'est que quand la Cour de cassation a rendu ses arrêts de mai, elle avait en main déjà la décision du CEDF et la première décision de l'OIT. Donc, et comme l'a très bien dit d'ailleurs, qui elle est antérieure, elle n'était pas publiée, mais... Ah oui, mais alors, si vous savez que la Cour de cassation savait, je vous laisse l'affirmer. Je vous laisse l'affirmer. Pour avoir été présente à l'audience, je peux vous dire que ça ne transparaissait en rien et que on fait comme si... Comme on ne retrouve pas d'ailleurs de mention de l'OIT, parce que comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, ils l'ont eu la veille au soir, je crois. L'OIT, ils nous l'ont communiqué. Voilà, et on a suspendu. Voilà, ça a été un drôle de moment. Effectivement, on est tous repartis à peine l'audience ouverte pour examiner ce qu'on avait à en dire et on a fait des notes en délibéré. Mais ce qui est certain, c'est que, alors au moins pour l'OIT, en tout cas, ils l'avaient en main, de la même manière qu'ils avaient en main les décisions italiennes, par exemple, sur ce barème. Donc, pour moi, il est absolument évident que quand la Cour de cassation a pris cette décision, elle l'a prise en connaissance de cause. On ne peut pas dire aujourd'hui, la Cour de cassation ne savait pas.
Non, si elle a tenu cette position, c'est naturellement en connaissance de cause et en son âme et conscience, en estimant que, eh bien, en réalité, la législation française n'était pas contraire. Et je reviens sur un deuxième point, sur cette décision du comité de l'OIT. Il n'invalide pas le barème. Moi, je vous invite à aller lire la décision du comité. C'est qu'à aucun moment, le comité ne dit que le barème n'est pas conforme. Donc, effectivement, là-dessus, on a une lecture mais qui a été celle qui a été faite très rapidement lors de l'audience et qui a justifié les débats qui ont eu lieu, effectivement, entre les parties. C'est que, c'est d'ailleurs étonnant pour ceux qui étaient à l'audience de se rendre compte que les deux parties ont utilisé le rapport à leur avantage. Ce qui démontre bien qu'en réalité, la position n'était pas tranchée par le comité. Parce que, naturellement, si la position avait été tranchée de dire « ah ben, le barème est invalide », certainement, du côté employeur, c'est quelque chose qui n'aurait pas été repris à son compte. Donc ça, pour moi, c'est quand même des éléments fondamentaux qui font que la Cour de cassation s'est prononcée en connaissance de cause sur ces éléments. Alors, deuxième point, sur l'article 24 et son effet direct, je ne partage pas juridiquement l'analyse qui est faite de son effet direct. En effet, la différence entre l'article 10 de la Convention 58 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne, c'est le fait que la charte prévoit expressément que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationale, ce qui n'est absolument pas le cas dans la Convention de l'OIT. Et ce qui explique effectivement que cet article 24 ne soit pas d'effet direct. Ensuite, quand bien même on pourrait imaginer que l'article 24 serait d'effet direct, une fois de plus que je contexte, ce n'est pas ma position, on en revient à la même problématique qui est de l'indemnisation adéquate. Donc en réalité, j'ai envie de dire, même si d'aventure le juge finissait par me dire cet article est applicable, j'en viens à mon débat, c'est qu'est-ce qu'une réparation adéquate? Ça aussi, c'est intéressant parce que dans l'absolu, je pense que ça remet le débat au bon endroit. Je tiens quand même à rappeler que c'est quand même le seul texte de droit français, ce barème, qui a été validé par les trois plus hautes juridictions françaises, que sont la Cour de casse, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Chacun certes sur des volets différents, mais c'est quand même la seule qu'on connaisse qui a été validée par ces trois juridictions. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres, c'est la seule, je vous le confirme. Oui. Et ça mérite d'être soulevé, je pense, parce que je pense qu'on a des magistrats de qualité en France et que je pense que ça n'est pas sans intérêt que de le souligner. J'aimerais aussi attirer l'attention de tous les participants sur le fait qu'il y a eu on va dire troisième, parce qu'il y en avait eu deux le 11 mai, un troisième arrêt de la Cour de cassation sur le barème, qui est du 1er février 2023, celui-ci, qui n'a même pas été publié parce que la Cour de cassation a simplement estimé que circuler, il n'y a rien à voir, je ne fais que confirmer en fait ma jurisprudence. Et donc c'était un cas où effectivement il y avait une demande d'écarter le barème et la Cour de cassation revient en disant circuler, il n'y a rien à voir, on a un barème, vous devez rester dans les limites de ce barème, donc je casse parce que vous n'êtes pas resté dans les limites du barème. Donc je crois qu'au-delà de cet effet peut-être un peu médiatique, qui est indéniable autour des arrêts de mai 2022, on voit que la Cour de cassation ne se départit pas de sa jurisprudence. Et effectivement, on va se retrouver avec d'autres décisions parce que, comme vous l'avez très bien dit, toutes les cours d'appel aujourd'hui ne suivent pas nécessairement la jurisprudence de la Cour de cassation. On a parlé de Douai qui part sur du in concreto et de Grenoble qui part sur plutôt effectivement la décision du comité de l'OIT. Donc je pense qu'on va revenir avec de nouveaux arrêts de la Cour de cassation, mais en tout cas il est indéniable qu'à ce jour la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence récemment puisque en février 2023.
Alors, juste un mot pour vous dire que on suit de près l'argumentaire du SAF. Donc, nous sommes en train nous-mêmes de travailler un nouvel argumentaire de notre côté. Donc, je serais ravie de vous revenir sur une prochaine session pour compléter plus en détail ces aspects-là. En tout état de cause, ce débat donc va effectivement, à mon sens, bien plus se placer sur la notion de réparation adéquate, qui est le terme retenu et le terme important, parce qu'une fois de plus, à aucun moment les textes ne parlent de réparation intégrale, et que dans les arrêts du 11 mai, la Cour de cassation a étudié cette notion d'indemnisation adéquate pour estimer que le barème permettait cette indemnisation adéquate, et spécifiquement sur cette notion d'ancienneté. L'arrêt du 11 mai va regarder est-ce que l'ancienneté est un critère qui peut être un critère, ancienneté et salaire, un critère suffisant pour permettre une réparation adéquate, et la réponse est oui. Donc, bien entendu, le débat reste ouvert parce qu'après tout, nous sommes toujours libres de nos propos et de nos écritures. Donc, effectivement, le débat va revenir et je serai très contente que l'on puisse effectivement un peu plus débattre sur cette notion de où est l'équité et où est la discrimination. Je pense que c'est ce qui nous occupera. Du coup, je ne suis pas encore en état de vous répondre parce que votre argumentaire est extrêmement récent et donc nous n'avons pas encore été dans le détail de la réponse sur ces sujets. Juste deux remarques. D'abord sur l'Italie. Le système italien, il y a la Cour constitutionnelle italienne est intervenue. Le système italien était un peu différent. C'était pas un barème, c'était un forfait. C'est-à-dire, il n'y avait vraiment aucune marge de manœuvre pour le juge. C'est ce qui a été sanctionné par le CEDS. Aujourd'hui, il y a un plafond en Italie, donc c'est un système qui ressemble au nôtre. Le plafond, il est 2 fois plus élevé. Je pense que si en France, nous avions un plafond 2 fois plus élevé, nous n'aurions plus tellement de problèmes et les Italiens regardent notre système un peu avec effarement, toutes les parties italiennes, côté employeur ou côté salarié. C'est un seul plafond en plus. Non, oui, il est à 36 mois. Voilà, il est à 36 mois. 36 mois, donc. Parce que nous, on parle de très bas. Voilà. Donc, la Cour constitutionnelle italienne a réaffirmé, elle, plutôt un principe de réparation intégrale. Donc, donc on est vraiment très loin du cible. Donc, malgré une parenté, un semblant de parenté, on n'en a pas du tout. Et peut-être le point positif de l'épisode que nous vivons, c'est que je pense qu'il y a eu cette mesure de plafonnement qui est vraiment très marquée par des études économiques. On dit que si on donnait de la sécurité juridique aux employeurs, on allait relancer l'emploi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la sécurité juridique est vraiment le pivot, je dirais, c'est vraiment le droit fondamental pivot du droit du travail français aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on pouvait constater que les juges peut-être ne motivaient pas assez la détermination des réparations. Et je pense que c'est peut-être dans les arrêts que tu mentionnais, ce qui est très beau, c'est aussi la manière de motiver. C'est-à-dire quand on s'écarte du barème, il faut motiver pourquoi on s'écarte du barème. Et là, on a des motivations sur le quantum de la réparation qui me semblent très intéressants. Et moi, le souhait que j'ai, c'est qu'on revienne à certains arguments, enfin à une certaine rigueur juridique sur certains points, notamment la question de l'égalité, sur l'effet direct de l'article 24, quand même, je pense que ça ne tient pas. Et si on n'a pas reconnu l'effet direct, c'est pour ne pas avoir à invoquer le CEDS dans le débat judiciaire, parce qu'on sait très bien que le comité de l'OIT est beaucoup moins exigeant que le CEDS. On le sait, la Cour de cassation, même si elle n'avait pas les décisions respectives, elle le sait très bien, parce que c'est déjà le cas dans d'autres domaines. Mais en tout cas, le point positif de tout ça, c'est ce débat sur ce que c'est que la réparation adéquate. Et ça sera, ça c'est gagné, je trouve, pour le fonctionnement de notre système. Sachant qu'on a des juridictions françaises qui, sur le préjudice moral, sont quand même très timides. Hein. Donc, sur le préjudice moral, on sait tous que c'est très, très compliqué d'obtenir des sommes. Non, mais pas qu'en matière prud'homale d'ailleurs. Mais en France, donc c'est quand même pas facile d'aller établir. Donner des éléments, établir son chiffrage. Mais c'est clair que ça passe d'abord par les avocats de salariés aussi, à améliorer notre pratique. Alors moi, j'avais, si je peux juste me permettre une toute petite question, mais bien sûr, hein, on a le temps, et puis s'il faut qu'on déborde un peu, comme on a commencé un peu en retard, je prends sur moi de déborder éventuellement. Puisqu'effectivement, je pense qu'on est tous d'accord que l'indemnité adéquate, ça va être
le futur débat. Est-ce que, et là j'ouvre la question, le fait qu'on soit sur une fourchette et qu'on ait un minimum, certes un maximum, mais qu'on ait un minimum, donc qu'on ait cette variation possible, il n'y a pas possibilité justement aux magistrats de prendre en compte un certain nombre de choses. Donc, c'est-à-dire qu'on a cette fourchette qui est fixée par l'ancienneté, mais tous les autres critères qui pourraient être amenés ne sont pas justement cette palette où effectivement, quand on est sur 3 mois, 3 mois et demi, on a peu de marge, mais quand on est sur 3 mois et 21 mois, etc., on a cette fois-ci une palette beaucoup plus... 20, mais où on a donc cette palette beaucoup plus large. Est-ce que je pose la question ouverte des deux Tout à côtés fait, de un des arguments, c'est effectivement de dire que justement parce qu'il y a un plancher et un plafond, on a la capacité de prendre en compte un certain nombre d'éléments qui sont effectivement apportés par le demandeur, et donc de les analyser et de retenir une somme qui varie dans le cadre de ce plafond. Et puis, il y a aussi effectivement dans cette palette la possibilité de tenir compte de sommes déjà perçues, puisqu'on sait aussi qu'effectivement le juge pourrait prendre en considération des sommes déjà, des indemnités déjà perçues. Donc, naturellement, ce barème prévoit cette possibilité. Oui, mais ce qui pénalise grandement ceux qui ont une faible ancienneté et ceux qui ont un faible salaire. Voilà. Donc, on en revient toujours à la situation, elle est très critique pour ceux qui ont un faible salaire et une faible ancienneté. C'est d'ailleurs les premières décisions du Conseil de prud'homme étaient sur des anciennetés basses. Mais avec un effet pervers dont chacun doit prendre conscience, c'est que du coup, quand on reçoit des salariés qui ont une faible ancienneté et un faible salaire, donc des faibles moyens déjà pour aller en justice et des faibles espoirs d'obtenir gain de cause, vous avez des salariés qui ne vont plus au prud'homme. La justice prud'homale sont bourgeoises. C'est logique. Regardez en face. Hein. Et ça veut dire que les salariés les plus précaires sont ceux qui ont le moins accès au juge. Parce qu'on est obligé de leur dire qu'avec ce barème, ils ont un espoir financier qui ne justifie pas d'aller prendre un avocat, qui ne justifie pas de se coller un procès. Parce que c'est des délais de procédure. Et les délais de procédure, ça se coupe avec les. Les précédents ne se sont pas amourés contrairement à ce qui était. Ah non, à la rigueur, 3 mois et demi, si on les obtient au bout de 6 mois, pourquoi pas? 3 mois et demi pour les obtenir au bout de 5 ans avec un appel au milieu, personne n'y va. 5 ans quand on a de la chance. Donc ça veut dire que réellement les plus précaires n'ont plus accès au juge. Et donc ça veut dire que c'est pas que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne coûte pas cher, c'est qu'il n'y a plus de sanctions. Il y a mécaniquement plus de sanctions parce qu'il n'y a plus de procès. Donc pour moi, l'histoire. Alors évidemment, si on avait un plafond beaucoup plus haut et unique comme en Italie, on aurait pu, voilà, vous nous mettez 36 mois de plafond, il n'y a plus de discussion. C'est pas évidemment dans 36 mois de salaire, l'énorme majorité, c'est pas la totalité des dossiers peuvent trouver une indemnisation convenable et adéquate. De temps en temps, on parle beaucoup bon, évidemment des gens qui ont peu d'ancienneté, parce que c'est le problème, et les gens qui ont des petits salaires, mais ce n'est pas que. Moi, j'ai énormément de cadres qui ont 45, 50 ans, qui décident de quitter l'entreprise dans laquelle ils sont depuis 15 ans pour intégrer une nouvelle entreprise, et qu'au bout d'un an, on leur dit, en fait, la stratégie ne colle pas avec la nôtre, et on te licencie. Et ils ont rien. Ils ont déménagé, des fois ils sont venus d'Angleterre. Et là, consoeur, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est vraiment des motifs pour lesquels avant on ne licenciait pas. C'est-à-dire que là, on sait que le risque, il est de 3 mois. Donc de toute façon, même s'il n'y a pas d'insuffisance, on licencie. Voilà. Donc nous, on a des leviers en tant qu'avocats qui défendons les salariés. On a les leviers des heures supplémentaires, du forfait jour. Donc effectivement, on arrive à des travers comme ce que la consoeur cite. Mais moi, quand un salarié vient me voir, je lui dis, il en est où votre forfait jour? Montrez-moi. Et j'obtiens une indemnisation très importante grâce aux heures supplémentaires. Et pas sur le licenciement, on ne se bat même pas là-dessus. Donc oui, on a des leviers, mais c'est un effet... nous, on doit défendre nos clients. Donc effectivement, ils viennent contester leur licenciement puisqu'ils le trouvent injustifié. Et nous, on va sur autre chose. Je vous invite Donc évidemment, c'est un effet pervers pour les entreprises parce que le risque est plus important. Le risque est plus important pour les entreprises. C'est le résultat inverse. À continuer à vous battre contre le barème, on ne manque pas d'arguments. On ne manque pas d'arguments.
Mais comme vous dites, quand on arrive au préjudice, ils ne veulent plus nous entendre. Quand même, il faut continuer, c'est notre job. Il n'y a qu'à faire un copier-coller, ça ne vous prend pas beaucoup. Dire que la loi a le résultat absolument inverse de celui que. Je pense que le droit du travail est assez créatif, on peut aller à À un moment donné, il appartient aux employeurs d'aller pleurnicher pour dire ah bah finalement on regrette le joujou que vous nous avez donné, on se l'est repris en pleine figure. Après, au demeurant, mais ça c'est quelque chose qu'on a tous dit, je crois, de manière différente, mais c'est aussi de rappeler qu'on est sur un barème qui sanctionne quand même au départ une rupture qui est injustifiée. Donc, non mais ça reste important et je pense pour tous, c'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre, après il y a un débat sur la réalité du motif ou pas, mais derrière c'est effectivement une indemnisation sur quelque chose qui est injuste, ou en tout cas, voilà, c'est une sanction, c'est ce qu'on reprenait sur ces termes. On est sur un cas voilà, de sanction, de barème, etc. Moi, j'avais juste peut-être aussi une autre question ou une ouverture, ou je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en est. On a eu dit au départ, pour aussi vendre au-delà de ce qu'on a pu dire au départ, que c'était finalement ce barème, que c'était la représentation des des décisions de justice qu'on a pu avoir de part et d'autre, etc. Je ne sais pas ce que chacun en pensait, je sais ce que j'en pensais. C'était typiquement la jurisprudence de 2 cours d'appel qui avait été examinée sur une courte période, et on avait fait des moyennes, et les moyennes sont devenues les plafonds. Donc déjà, la méthode consistant à faire moins. Donc, la méthode consistant à faire d'une moyenne d'indemnisation un plafond montre déjà qu'il y a un problème dans la démarche. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ça fait évoluer les contentieux. En tout cas, je pense que la pratique générale, ça fait évoluer les contentieux. Uniquement, on n'a plus de contentieux. On n'a plus de contentieux, enfin, en tout cas, j'ai l'impression, uniquement sur la rupture du contrat. Des effets parfois. Je rejoins là-dessus, en tout cas, on en a très très peu. Sur juste la contestation du licenciement pur, ça devient par ici, mais zéro. On a des dossiers qui sont plus complexes, qui sont beaucoup plus complexes, ça c'est sûr. Il y a deux études qui ont été menées dans des universités pour montrer que l'application du barème entraînait une baisse des réparations. Donc, on voit bien qu'il y a un objectif non seulement de sécurisation, ça il est assumé, mais il y a aussi finalement un objectif de baisse des réparations. Puisque les moyennes ont été utilisées comme des plafonds. Donc, l'accès à la justice. il y a des façons avant barème. C'est juste un point. Je pense que ce qui est très frappant quand on lit ce que dit le CEDS, mais aussi finalement le comité de l'OIT, ils insistent sur l'aspect dissuasif. Or, c'est vraiment, j'insiste, dans l'ADN des plafonds, de ne pas dissuader aux licenciés. Ça dissuade surtout les salariés. Ça a été fait pour ça. Ça a été fait pour, c'était écrit, c'est fait pour encourager l'embauche. Et comment on encourage l'embauche? En facilitant le débauchage, le licenciement. En dissuadant le salarié d'agir. Et c'est pas seulement oui, c'est en dissuadant d'agir. L'accès à la justice. Mais donc, on ne peut pas vraiment dire que le système français est dissuasif, alors que c'est à la base, son objectif, c'est justement de ne pas dissuader le licencié. C'était vraiment dans le projet. Donc, c'est là où je trouve que et même le Conseil constitutionnel l'a dit. C'était conforme à l'objectif d'encourager l'emploi en facilitant le licenciement. C'est écrit, le Conseil constitutionnel le dit. Donc, dire que maintenant, ça assume un effet dissuasif, c'est vraiment, je trouve, d'une grande incohérence juridique, même pas politique, juridique. Est-ce que vous pouvez répondre? Non, mais un mot pour terminer, déjà pour remercier les intervenants qui étaient là parmi nous, vous sur place et vous en visio, et surtout, je crois que voilà, affaire à suivre.